Allez, on va repartir dans le passé, mais on va faire un petit crochet. Écoutez bien cette voix. Longtemps, j'ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue. Aux confins de ma mémoire, un train de banlieue passe, comme dans un film. La mémoire et les films se remplissent d'objets qu'on ne pourra jamais plus appréhender. À un moment... C'est pas un quiz, hein, j'espère. Non, pas du tout. Est-ce que c'est le genre de la maison de faire des quiz? À un moment, au petit déjeuner, alors que la veille, elle avait dit « je me casse, je rentre à Paris, j'en ai ras-le-bol de cette année des Cévennes », au petit déjeuner, Antoinette Lorca-Lamy a fait un petit dessin où on voit l'âne et où il y a marqué « L'amour existe ». Et je me suis dit que c'était évidemment une allusion au film qu'on vient d'entendre, « L'amour existe » de Maurice Pialat. Oui. Pourquoi cet homme a-t-il tant compté pour vous? Parce que c'est une humanité je sais pas comment dire, c'est vraiment l'humanité qui me touche en fait. Maurice Pialat, c'est cette espèce de mélange d'un très mauvais caractère et d'une... Vous vous reconnaissez dans ce trait? Malheureusement un peu, et de quelque chose de profondément bon et presque compassionnel, j'ai envie de dire. On va parler tout à l'heure aussi de Belle de jour, et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans Antoinette, c'est que la séquence de sexe, d'amour, entre... Qui est très, très chaste. Hein. On voit pas voilà, justement, on voit rien. Oui. Et je me suis demandé si c'était pas aussi le pouvoir du hors-champ, parce que dans Belle de jour, de Louise Buñuel, on voit rien. Non. En tout cas, moi, plus ça va, plus je trouve que c'est très rare que les scènes d'amour soient intéressantes au cinéma. Vraiment rarissime. Elles sont toutes doublées en plus. Non, mais c'est très difficile de faire une scène d'amour qui est... en fait, c'est un peu comme voir des gens rire. C'est-à-dire qu'on a envie de rire soi-même, on n'a pas envie de regarder des gens rire. C'est pareil. Donc voilà, à part l'Empire des Sens, par exemple, je trouve qu'il y a très peu de films qui montrent des belles scènes d'amour en étant présent dans la pièce quand ça se passe. Je préfère ne pas être présente. Je trouve que les films d'Hitchcock, par exemple, dans lesquels il n'y a pas de scène d'amour, sont extrêmement érotiques. Oui, par exemple, Belle de jour, bien sûr. Alors, vous aviez réalisé plusieurs court-métrage avant de faire votre premier long-métrage Les Autres Filles. On va écouter un extrait. Je voudrais savoir si vous vous souvenez où est-ce que vous étiez la veille de votre premier jour de tournage des Autres Filles. Est-ce que vous étiez dans une position monacale chez vous, couché à 9h, ou est-ce qu'au contraire vous étiez, vous tourniez à la vodka? Non, je pense pas que je tournais à la vodka, mais je devais être à Toulouse, j'imagine, puisqu'on a tourné à Toulouse. Non, je m'en souviens pas du tout. Mais je devais certainement être assez sérieuse. Allez, on va écouter un extrait des Autres Filles. Je voulais savoir à quoi ça se voit qu'une fille a déjà eu des rappeurs ou pas. Ouais. Parce que je voudrais savoir. Je sais pas, il paraît que les filles, quand elles ont eu leur premier rapport, elles perdent leurs joues. Elles ont leurs joues qui se creusent. C'est vrai ou pas? Il paraît que les yeux, ils sont différents. Ils changent. La prunelle, enfin la pupille, je sais pas. Puis aussi, on mange pas pareil, on est plus souple. Bah oui, c'est ça, je voudrais savoir si c'est vrai, quoi. Tout le monde. Puis j'ai lu dans les magazines aussi. Bon, par exemple, moi j'ai pas beaucoup d'acné, heureusement. Mais ils disent que quand on a eu un rapport, on a une plus jolie peau. C'est quoi, c'est à cause des hormones? Mais ça se voit à quoi? Physiquement, je veux dire. Est-ce qu'il y a des signes physiques qu'une fille a jamais eu de rapport? Des signes qu'on peut voir? Si ça se voit, c'est la honte. Vous êtes toujours dans l'émission Oblique sur Fréquence Protestante et nous avons le plaisir de recevoir Caroline Vignal pour Antoinette dans les Cévennes. Mais là, on a fait un retour en arrière avec donc les Autres Filles. Il y a 2 ans, Serge July était à votre place pour nous parler d'un coffret DVD de films sur lequel il a fait des documentaires. Il nous disait que À nos amours de Pialat, c'était l'anti-boom. C'était une réaction justement au succès de la boom. Quand vous faites Les Autres Filles, donc avec cette jeune femme qui est Solange, qui est persuadée que tant qu'elle n'aura pas fait l'amour, elle ne sera pas une vraie femme, vous aviez vraiment aussi la sensation de faire un film qui sorte de tous les clichés adolescents qu'on peut voir?
Je crois pas, parce que c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de film pendant si longtemps, c'est que j'étais très innocente. J'intellectualisais pas du tout ma démarche. Voilà, c'est le film qui est sorti de moi d'une certaine manière. Et je me rendais pas compte en fait. Je me suis un peu pris ça dans la figure, par exemple dans les débats. En fait, c'était très étonnant parce que j'avais l'impression d'avoir fait un film tout à fait consensuel. Et quand je rencontrais le public, comme je viens de le faire avec Antoinette, avec beaucoup plus de plaisir, je dois dire, j'ai eu vraiment des réactions très très vives, comme si ce que racontait le film mettait les gens vraiment mal à l'aise. Alors que moi, je trouvais que le film était très... voilà, enfin, je me rendais pas du tout compte, en fait. Mais c'est un film merveilleux, parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Cette jeune fille, donc Solange, qui est apprentie coiffeuse, elle a des parents qui semblent aimants. On est dans un schéma parental, familial qu'on croit connaître, et puis venu de nulle part, ça castagne. Enfin, ça va ça va loin entre les parents. Et puis j'ai remarqué un point commun entre Antoinette et les autres filles, c'est que vos deux personnages, à un moment, ils découchent. Ils passent la nuit dehors. Ouais, c'est vrai. Et une séquence de masturbation dans les autres filles, est-ce que c'est ce genre de truc très simple, hein, je veux dire, mais on voit que cette jeune femme, elle se cherche, elle est en manque. Est-ce que alors vous disiez que tout ça, c'est pas si réfléchi que ça, mais est-ce que l'ascétisme de la mise en scène, est-ce que le fait de ne pas faire d'arabesque, comme j'en parlais, ça vient de quoi, de votre... En l'occurrence, c'est marrant parce que ça, par exemple, la masturbation féminine, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus maintenant. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont dans les autres filles qui étaient encore très non dites quand j'ai fait le film, en 2000. Et dont on parle plus volontiers maintenant, enfin comme si c'était finalement même presque une obligation maintenant, j'ai l'impression de passer par la masturbation quand on est une fille. Mais en l'occurrence, c'était... C'était pas simple pour moi de tourner cette scène, et j'avais besoin aussi vis-à-vis de la jeune fille qui jouait Solange, qui n'avait jamais joué de sa vie, qui s'est retrouvée là-dedans presque par hasard, d'avoir une forme de pudeur en fait vis-à-vis d'elle. Donc il fallait qu'on comprenne ce qui se passait, mais je pouvais pas. Puis j'avais pas envie en fait d'exciter les gens avec cette scène. C'était pas du tout le but, quoi. Votre caméra à ce moment-là ne recadre pas, elle reste. C'est un plan fixe loin, assez loin. Au bord de la chambre, et ça suffit. Est-ce que vous avez des petits trucs de mise en scène, alors des petits biais par exemple, est-ce que vous aimez parfois dans Antoinette, est-ce que parfois vous avez dirigé en écoutant de la musique? Non. Parce que souvent le public a une vision très abstraite de la réalisation d'un film, il pense que les films se font tout seuls, alors qu'en fait j'imagine que parfois il y a des choix sur lesquels on est obligé de trancher, surtout que vous avez tourné en 5 semaines, hein, je crois. 7. Non, c'était pas si inconfortable que ça. Cette semaine, ça allait. Non, écoutez, je sais pas. Vous n'avez pas forcément un casque sur les oreilles à certains moments, comme certains réalisateurs? Si, j'ai tout le temps un casque. Et là, en fait, la grande différence pour moi entre ce film-là et le précédent, c'est que quand j'ai tourné Les Autres Filles, on était peut-être dans des plans beaucoup moins larges, en fait, souvent. Enfin, j'ai fait peu de plans larges dans Les Autres Filles. Et je regardais très peu le combo. En fait, j'étais tout le temps en train de regarder les actrices, surtout, puisque c'est surtout des filles, en direct. Et là, c'était moins le cas. Je regardais plus le cadre. J'avais une espèce de combo portatif et je l'utilisais presque tout le temps. Et oui, j'écoutais au casque, bien sûr. Voilà. Alors, Nicholas Winding Refn, le réalisateur très surcoté de Drive, de The Neon Demon, dit que pour lui, il ne transige pas sur un point, il veut tourner ses films dans la continuité de l'action. Un caprice que très peu de réalisateurs peuvent s'accorder. Pour Antoinette, dans Les Cévennes, c'était un plan de bataille rationnel, ou est-ce que vous avez quand même un petit peu tourné dans l'ordre des aventures? On a essayé autant que possible. On était un petit peu coincé par la présence de Benjamin Laverne, qui est à la Comédie Française et qui du coup a un planning très très chargé. Et d'ailleurs, une des scènes du film, il y a 2 scènes qui ont été coupées. Et l'une d'entre elles, c'est une scène qui était entre Antoinette et
Vladimir, qui était la dernière scène, leur dernière scène dans le film. Et le fait qu'on ait commencé par ça a fait que, surtout Benjamin, n'avait pas encore son personnage. Et peut-être moi aussi, j'avais pas encore le regard très clair par rapport à ce qu'il devait jouer. Et voilà, on s'est planté et la scène n'est pas dans le film, mais on a essayé quand même de tourner dans l'ordre le plus possible. Ouais. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure Stromboli de Roberto Rossellini. Redites-nous quand même pourquoi ce film il a chamboulé beaucoup de monde. Mais est-ce que vous avez un ressenti en particulier ? Peut-être, moi, peut-être que ça me parle particulièrement parce que moi, j'ai été beaucoup, je sais pas comment dire, ça paraît un peu, non, c'est presque obscène de dire ça, mais un peu exilée parce qu'en fait, mon père travaillait beaucoup à l'étranger, j'ai beaucoup été transbahutée et la manière dont Ingrid Bergman se retrouve comme ça dans cette île, très isolée dans un endroit où les gens ne parlent pas sa langue, où elle se sent complètement décalée par rapport à tout le monde et où elle se sent surtout prisonnière puisqu'il n'y a pas moyen de partir en fait de cette île. C'est probablement des choses qui résonnent pour moi. J'ai retrouvé un article des Cahiers du cinéma que vous aviez peut-être lu à l'époque. En 1963, Roberto Rossellini tient une conférence de presse pour annoncer solennellement « Il cinema è morto ». Le cinéma est mort. Alfred Hitchcock, qui n'avait toujours pas digéré le vol d'Ingrid Bergman par l'auteur de Stromboli, riposte « C'est Rossellini qui est mort ». Waouh. Eh bien, figurez-vous que moi, quand j'avais, je pense, 20 ans, je vivais avec mon grand frère et un jour, et je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais en fac de lettres, j'étais un peu perdue et un jour, j'ai dit à mon frère, je veux faire du cinéma. Et il m'a répondu, le cinéma est mort, tout a déjà été raconté. Et on s'est littéralement battu, physiquement. On s'est battu. Il s'appelle pas Patrick ? Non, il s'appelle Thierry. Allez, on va écouter un extrait d'un des films qui compte pour vous. Tu sais, moi aussi sans photo, je t'ai quand même pas oublié. Hein. Mais dis-moi, tout ce temps-là, t'as quand même connu des femmes, non? Oui, mais ça n'a jamais très bien marché. Il y en a eu 2, je les ai quittées sans regret. Dora, celle de tout à l'heure, je la connaissais avant toi. On se voit à chaque fois que je passe à Paris et puis on se raconte notre vie. Là, j'aurais pas besoin de le raconter, tiens. Et toi? Tu as bien quelqu'un dans ta vie, non? J'avais. Je l'ai quitté il y a 15 jours pour un autre. Et l'autre, alors? Je l'ai quitté il y a 8 jours. Pour toi. Pour moi? Tu ne savais pas qu'on allait se rencontrer? Si. C'était une prémonition. En 1992, Éric Rohmer adapte Shakespeare, Contes d'hiver. On oublie toujours que à la base, l'inspiration est shakespearienne. Vous, je crois que votre déclic, ça a été Le Rayon Vert. Hein. Ouais, je voulais pas citer Le Rayon Vert pour changer un petit peu, mais oui, c'est Le Rayon Vert, c'est vraiment un film qui a déclenché quelque chose pour moi. J'avais 16 ans quand je l'ai vu et voilà, j'étais en fait à Montpellier parce que je vivais en Tunisie et c'était la veille de mon retour en Tunisie. Donc je suis allée au cinéma juste avant de prendre le train pour Marseille, puis l'avion pour Tunis, et avec mon sac à dos. Et j'ai vu ce film et je suis sortie. Voilà, c'est un moment qui m'a transformée, quoi. Et en allant à la gare, j'ai pris les horaires de la SNCF et j'ai écrit partout « Allez voir Le Rayon Vert » et je les ai remis dans le petit présentoir. Magnifique. Voilà, mais le Conte d'hiver, en fait, je voulais citer ce film parce que je trouve qu'on parle toujours de Rohmer comme si c'était un peu du Marivaux, ce que c'est un peu évidemment, mais ce que j'aime aussi chez Rohmer, c'est qu'il y a du réel. Et c'est ça qui manque pour moi beaucoup dans des films qui se réclament de Rohmer. D'ailleurs, moi je me réclame pas vraiment de Rohmer. Hein. Voilà, c'est juste, je déclame mon admiration, mais je ne m'en réclame pas. Mais ce que je trouve beau dans ces films, c'est que on retrouve en les voyant quelque chose de la France au moment où il a tourné ses films. C'est le cas dans Le Rayon Vert. Et je trouve que dans Contes d'hiver, où c'est des personnages plus modestes socialement que dans d'autres films de lui, on voit aussi quelque chose. Je me souviens qu'il y a un plan à un moment à Belleville où elle va prendre le métro et je trouve ça c'est incroyable, quoi, parce que je pense qu'il tournait un peu comme du documentaire, certains plans. Et
Et c'est ça qui est beau en fait dans ces films, c'est ce contraste entre le fait que c'est très écrit, un peu comme ça joué, on peut trouver mal joué, moi ça me plaît, mais et le réel qui affleure tout le temps, et aussi un sens finalement très politique, en tout cas je trouve des classes, pour dire un gros mot, qui est aussi, je trouve, très absent d'une grande partie du cinéma français actuellement, alors que voilà, on est là-dedans tout le temps, et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce film-là en particulier. Dans votre film Antoinette dans les Cévennes, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, le second, on entend Marie Rivière, qui est géniale d'ailleurs. Elle est vraiment, c'est du haut vol, son personnage qui ne tient qu'à un fil. Hommage à Éric Rohmer. Ouais, hommage, et surtout c'était, comme pour moi, comme je le disais, ça a été un moment très fort. En fait, le personnage d'Antoinette, on peut le voir comme une petite cousine du Delphine du Rayon Vert, puisqu'en fait, dans le Rayon Vert, c'est un personnage qui est largué aussi au début du film, qui se retrouve à partir en vacances toute seule alors qu'elle déteste ça. Et c'est assez proche de ce que vit Antoinette. Et en fait, pour moi, le fait que ce soit Marie Rivière, c'était comme s'il y avait une sorte de marraine dans le film pour Antoinette, et que c'est elle qui l'incite à continuer, enfin qui lui dit mais si, ça va bien se passer en gros. Et voilà, je trouvais que c'était comme une bonne fée, et de la voir sur le tournage, ça m'a rempli de bonheur, je dois dire. Éric Rohmer s'appelait Maurice Scherrer, ouais. et sa mère a appris quand elle avait 50 ans que son fils était Éric Rohmer et qu'il était connu. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'obstacles à franchir pour dire autour de vous, à votre famille, votre frère, on n'en parle pas, pour dire je veux être réalisatrice ? Ça n'allait pas de soi en tout cas. Et j'aurais peut-être dû faire comme Rohmer, j'aurais peut-être dû faire ça en loose day. Mais oui, en fait, je pense que c'est une place que je vole un peu, parce que même si maintenant mes parents sont très contents, hein, mais ça n'allait pas de soi d'ouvrir sa gueule en fait. Allez, un troisième film que vous avez choisi dans votre panthéon. J'ai été très surpris. Peggy Sue s'est mariée de Francis Coppola. Tu sais, Peggy, ta mère m'a dit que tu avais rêvé que j'étais morte. Elle a eu tort de te raconter ça. Oh, je n'ai pas peur. Je sais exactement quand je mourrai. Et ce sera quand, Letty ? À 75 ou 80 ans ? Pas question de te le dire. Je m'amuse à essayer de lui extorquer ça depuis des années. Tu sais, les rêves sont une chose fascinante, spécialement quand on y lit l'avenir. Tu crois à tout ça ? J'adore la spéculation. Justement, je lis un bouquin sur ce genre de choses. C'est une femme qui vit dans le Colorado actuellement et qui déclare avoir vécu en Irlande il y a 150 ans. Elle cite des noms, des dates, l'endroit où elle vivait. Mamie, papy, j'ai quelque chose à vous confier. Alors, la magie de l'art, Caroline Vignal, vous le savez mieux que moi, c'est que souvent on aime des films de réalisateurs ou de réalisatrices qui eux-mêmes n'aiment pas beaucoup le film. En l'occurrence, je crois que Coppola n'aime pas ce film. Voilà, vous savez que Coppola, il avait un truc, c'est que quand il adorait un de ses films, il le signait Francis Ford Coppola. Et quand il en était moins content, pour envoyer un signe à ses spectateurs en disant « je l'assume moins », il mettait juste Francis Coppola. Et sur Peggy Sue, c'est Francis Coppola. Qu'est-ce qui vous touche dans Peggy Sue ? C'est l'anti-retour vers le futur ? En tout cas, c'est un retour vers le futur d'auteur, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un retour vers le futur tellement profond et drôle. Enfin, je trouve l'idée j'ai oublié comment s'appelle l'actrice. Kathleen Turner. Merci, bien sûr. Kathleen Turner, boudinée dans sa robe de bal de fin d'études, et qui se retrouve alors qu'elle a 40 ans parmi des gens de 18 ans et personne n'y voit que du feu. Je trouve ça magnifique, quoi. Et puis je trouve que ça nous parle à tous de qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait retourner dans le passé. Enfin, c'est hyper émouvant. Et en fait, le film m'a un peu servi pour Antoinette, parce que je l'ai revu ça m'étonne aussi. pas. Et en fait, le début du film, qui est une très longue séquence, où il y a cette espèce de fête d'anciens élèves où Kathleen Turner arrive dans sa robe alors que personne n'est déguisé. Enfin, elle est la seule à avoir mis sa robe de fin d'études. M'a déclenché le début avec cette scène de chorale et la robe d'Antoinette.
C'est une très belle citation. C'est vrai qu'il y a un côté adolescent dans les deux cas. C'est-à-dire que Laure Calamy ne fait pas 40 ans. Et évidemment, dans Peggy Sue s'est mariée, Kathleen Turner. Voilà. On va écouter un troisième extrait. Alors là, on va partir, je crois... C'est l'actrice principale qui va nous dire où on est et avec qui. Belle de jour, c'est le titre d'un livre de Kessel, dont l'adaptation a été faite par Buñuel et Jean-Claude Carrière. C'est une jeune femme qui a fait un mariage avec un jeune chirurgien, assez heureuse, enfin très amoureuse de son mari, mais beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à s'aimer, et qui se trouve amenée pour des raisons multiples, très difficiles à expliquer, surtout à cause d'un grand désaccord physique avec son mari, à se dégrader physiquement en allant dans des maisons de rendez-vous pendant qu'il travaille à l'hôpital. Caroline Vignal. C'est intéressant. Ouais, c'est dans les bonus du DVD. Caroline Vignal, pourquoi ce film vous tient tant à cœur ? Parce que c'est un film, comme beaucoup de films, tous les films de Buñuel, complètement amoral, et justement dans lequel on n'explique absolument rien. Et c'est ça qui est beau. Enfin, quand elle dit pourquoi elle fait ça et tout, on ne sait pas. Et en fait, tout est très ellipsé comme ça, comme des blocs de scènes qui se succèdent et sans que les choses ne soient dites. Enfin, et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis après, le film est d'une beauté à tomber par terre. Voilà, enfin, je trouve que... Je sais pas quoi dire de plus. Enfin, et puis, oui, je trouve qu'il y a une liberté dans ce film-là et dans d'autres films de Buñuel et peut-être aussi dans d'autres films de cette époque-là, en fait, qu'on a un peu perdu. Une sorte de, justement, un truc qui est très, très libertaire et qui se fiche de la morale. Qui est très compliqué aujourd'hui à trouver, en fait. Le problème, est-ce que le problème ne vient pas du fait qu'aujourd'hui les chaînes de télé ont pris une grande partie du pouvoir dans le cinéma, c'est-à-dire avec des... Attention, il faudra un jour passer sur Canal. Je sais pas. Moi, je pense que malheureusement, c'est plus général à la société. Quand on voit ce qui se passe actuellement, là, j'ai encore vu un truc tout à l'heure sur le fait que maintenant, il y a des gamines qui peuvent pas venir avec un pull court qui dénude leur nombril à l'école. Il y a quand même un mouvement de la société. Il y a vraiment un énorme backlash, quoi, en ce moment, qui ne date pas d'hier, mais qui est de pire en pire. Et moi, là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps Maîtresse de Barbet Schroeder, que j'avais jamais vu, et je me suis dit, mais comment ce film a pu être fait ? C'est fou, avec Gérard Depardieu. C'est impossible d'imaginer qu'un film pareil soit fait aujourd'hui. Et c'est vrai pour plein de films des années 60-70 jusqu'aux années 80. En fait, ça a commencé à se dégrader, je pense, dans les années 90-2000. Et voilà, il faut trouver, mais en même temps, moi je trouve ça presque assez excitant, parce qu'en fait, je me souviens quand j'étais à la Fémis en scénario, je disais tout le temps que j'avais envie d'être, parce que j'étais en scénario, donc je voulais pas réaliser, et j'enviais les scénaristes de Hollywood qui cherchaient des ruses pour déjouer la censure. Enfin, je trouvais que c'était hyper intéressant, en fait, d'avoir des contraintes et de voir comment on pouvait faire pour quand même mettre des trucs qui soient un peu, qui n'auraient pas dû passer. Et finalement, je trouve qu'on se retrouve dans une situation qui est pas si loin de ça. Et voilà, il faut trouver des moyens de dire ce qu'on a envie de dire quand même. Alors la question, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire si ça casse, je passe pour un idiot. Est-ce que la séquence des autruches dans Les Autres Filles est une citation de la séquence des autruches dans Le Fantôme de la Liberté de Buñuel ? Vous ne passez pas du tout pour un idiot, mais la réponse est non. Alors, pour finir sur Belle de jour, là, m'avait donc donné envie de le revoir. Et il y a un documentaire où beaucoup d'intervenants parlent et on apprend que Jacques Lacan, le psychanalyste, quand il voulait faire un cours sur le masochisme féminin, il disait « Je n'ai rien à vous dire, on va regarder un film ». Et le film, c'était Belle de jour. Et Jean-Claude Carrière raconte que pour lui, ce qui marche très bien dans Belle de jour, c'est que la partie fantasmatique est vraie, puisqu'ils se sont adressés à des femmes, à des prostituées, etc. Donc tout est vrai dans le film. Par contre, que la partie réaliste, elle est totalement imaginaire et basée sur rien du tout. Quatrième choix de notre invitée, Caroline Vignal. Grosso modo, il y a deux genres de producteurs au théâtre.
Le premier a des amis riches prêts à risquer une perte parce qu'ils la déduiront de leur déclaration d'impôt. Ce genre de producteur se consacre à l'art. Pour le second, chaque nouvelle pièce est une aventure qui lui apportera la fortune ou la ruine. C'est le genre de producteur qui se méfie de l'art. Margot Channing est une vedette de théâtre. Elle avait 4 ans quand elle monta sur les planches pour la première fois dans Le songe d'une nuit d'été. Elle jouait une fée et parut à la surprise générale complètement nue. Du coup, elle fut vedette. Margot est restée vedette, une vraie. Elle n'a jamais été et ne sera jamais autre chose. Extrait en français, voix off, All About Eve, Tout sur Ève, que Pedro Almodovar pille dans Tout sur ma mère. Pourquoi ce film ? C'est drôle parce que c'est un film que j'ai vu beaucoup de fois et je ne supporte que la VF de ce film. Ah oui. Parce que je l'ai vu jeune en VF et j'adore ses voix. Margot Channing, j'adore ses voix. Et en fait, moi j'aime vraiment beaucoup les films qui parlent beaucoup. Et en l'occurrence, les films de Mankiewicz, les gens parlent énormément. Et j'adore Bette Davis dans ce film. J'adore cette problématique de femme vieillissante qui tout d'un coup devient très jalouse parce qu'elle a peur de perdre l'homme qu'elle aime, elle a peur de perdre son statut de vedette. Et je trouve ça, voilà, c'est un film qui me... Je sais pas, pourtant je l'ai vu, je devais avoir 15 ans ou un truc comme ça, mais ça m'a touchée alors que c'est plutôt un film très adulte. Mais voilà. Votre point commun avec Mankiewicz, c'est que vous venez du scénario tous les deux. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez des études. Oui, je voulais être scénariste, je pense, parce que ça me paraissait hors de portée de réaliser. Enfin, ça me paraissait vraiment... Enfin, même puis je pensais ne pas avoir le caractère pour. Parce que je ne suis pas très collective. Et pourtant, dans vos 2 films, il n'y a pas ce procédé que vous adorez, qui est le procédé de la voix off. Ça va peut-être venir. C'est un scoop. J'adore ça. En tout cas, j'y pense pour le film que je commence à écrire. Franchement, ça ne manque pas, non, Antoinette. Non, ça ne manque pas. Il faut laisser les choses se déployer. Non, il n'y en a pas besoin. Ouais. Alors, avant de finir l'émission et de passer au petit questionnaire rituel, deux petites choses sur All About Eve. C'est Claudette Colbert, l'actrice qui devait jouer le rôle. De Bette Davis ? Et oui, elle a eu un lumbago. Ah bon ? Elle a été remplacée par Bette Davis. Information recoupée. Et Bette Davis a dit Ève. Heureusement que c'est Bette Davis quand même. Ouais. Même si j'aime beaucoup de Claudette Colbert. Et j'ai retrouvé cette citation de Bette Davis dans un magazine américain des années 60. Je la cite. « Les stars hollywoodiennes ont été pour les États-Unis ce que la famille royale est à l'Angleterre, un modèle, une inspiration pour tout un peuple. » Alors, vous aviez cité 2 autres films parmi votre panthéon qu'on ne peut pas aborder. C'est The Shop Around the Corner, de Lubitsch, et Marius. Bah ouais, parce que ça, c'est la culture familiale. Marcel Pagnol. Ouais. Vous voulez dire un mot sur Marius ? En fait, c'est comme je suis originaire du Midi, comme beaucoup de méridionaux, on connaît plein de scènes du film par cœur et on se les répète. Et au-delà de ça... Pour moi, Rému est un des acteurs, des plus beaux acteurs de tous les temps. Et voilà, c'est un film que je continue à voir avec un plaisir immense. Qu'est devenue sa maison du cinéma qu'il a voulu créer dans les années 50 en région PACA, non ? Aucune idée. Qu'on voit dans le château de ma mère, non ? Je ne sais pas. Ouais, je me suis toujours demandé si elle était toujours en activité ou si elle avait été détruite. Caroline Vignal, nous arrivons au terme de cette émission. Il y a une épreuve, je sais c'est dur, à laquelle vous devez vous soumettre, c'est le questionnaire de fin d'émission. Caroline Vignal, où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, 31 décembre 1999, 23h59 ? Je pense que j'étais dans une fête, tout ce qu'il y a de plus sans intérêt. J'ai pas demandé avec qui, j'ai demandé Non, mais vraiment, j'étais dans une fête. À où dans un appartement. Mais en fait, honnêtement, je confonds. En fait, j'arrive pas à me souvenir. Je pense que j'étais dans le 10e, dans un appartement, parce que j'ai fait plusieurs fêtes ce soir-là, donc je sais plus à quel moment... je sais plus. C'est dommage parce que l'année d'après, par contre, j'ai des souvenirs très précis parce que j'étais en Inde. Et voilà, ça aurait été vachement plus intéressant, mais tant pis. Quel est le livre que vous avez le plus offert ? Probablement Les 3 brigands de Tommy Ungerer. Non, j'offre peu de... je trouve ça... presque agressif d'offrir un livre parce que ça oblige les gens à lire un livre
moi, j'aime pas trop qu'on m'offre des livres parce que je me dis, je vais être obligée de dire ce que j'en ai pensé, de nanana. Donc, j'offre des livres aux enfants et j'offre éventuellement des bandes dessinées. Donc, ça m'est arrivé pas mal d'offrir Persépolis ou L'Arabe du futur, mais j'offre peu de romans. Alors, je ne vais pas vous l'offrir, puisque vous n'aimez pas ça, mais je voudrais quand même vous signaler l'existence d'un livre que... C'est peut-être moi le livre que j'ai le plus offert. Ça s'appelle L'âne de Schubert, ça alors, de Andy Merrifield. C'est une histoire vraie d'un prof d'anglais qui est aussi un peu sociologue et dont le rêve est de vivre à New York. Il y va, il est déçu par New York et il s'installe dans le Forez, au-dessous de Saint-Étienne, avec sa femme et leur bébé. Et il loue un âne pendant 3 jours. C'est pas vrai. Ah si, L'âne de Schubert. Mais par contre, j'adore qu'on me conseille des livres. Donc je vais vous l'offrir. Ah. Et voilà. Et c'est pendant 3 jours, comme c'est un lettré, chaque fois que l'âne ne veut pas avancer, il cite Spinoza, il cite Robert Bresson, c'est un livre extraordinaire qu'on lit comme un journal, car c'est un journal. Ah, génial, merci. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, ce serait qui ? Je me suis dit peut-être Jésus. Je trouverais ça marrant de dîner avec Jésus. Ou alors, Jésus, ou peut-être César, quelqu'un avec qui c'est quand même particulier de dîner, quoi. Sauf qu'on n'aurait pas le même langage, je sais pas trop comment on ferait, mais on se débrouillerait. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et que vous disiez ça n'a que trop duré, j'enterre la hache de guerre. Qu'est-ce que vous lui envoyez comme DVD par la poste pour lui montrer qu'il comprenne bien que vous l'aimez ? Alors, si c'est une femme, je dirais L'une chante, l'autre pas, qui est un des rares films c'est un film d'Agnès Varda, qui est un des rares films sur l'amitié féminine, qui est un très beau film. Et en fait, j'ai réfléchi, je ne vois pas beaucoup de films sur l'amitié entre les hommes et les femmes, donc j'enverrai peut-être Massacre à la tronçonneuse, comme ça il comprendrait s'il a de l'humour qu'il est temps d'arrêter, quoi. Si demain matin vous pouviez tout prendre avec vous, tout, votre métier, votre amour, vos animaux de compagnie, tout, demain matin à 8h, vous allez dans quelle ville ? Moi, je reste à Paris parce que je supporte pas l'idée qu'ailleurs l'herbe est plus verte. Donc, voilà. Bon, après, ça pourrait m'amuser d'aller, je sais pas, dans un endroit que je connais pas du tout, à Hong Kong, à Helsinki, dans une ville que je connais pas, mais je me suis un peu fixée d'essayer d'être heureuse là où je suis. Quand est-ce que vous êtes allée devant le lieu où vous êtes née, à la maternité où vous êtes née pour la dernière fois ? Mais vraiment devant l'hôpital où je suis née ? Oui. Mais jamais. Jamais. Mais quelle drôle d'idée. Je sais pas. Non, je retourne dans la ville où je suis née, mais devant la maternité, jamais, non. Est-ce qu'un jour vous vous êtes retrouvé dans un musée comme ça, à flâner ou à chercher, et puis au détour d'un couloir, sans réfléchir, vous tombez face à une photo ou à une peinture, et vous avez un moment d'arrêt, de trouble, en vous disant « mais en fait, c'est moi que je suis en train de regarder ». La Joconde, évidemment. Non. Non, j'ai jamais ressenti ça. Par contre, je suis tombée amoureuse d'un homme peint par Mantegna dans un musée à Séville. Quand vous avez un doute artistique, quel acteur choisir ? Quel objectif mettre sur ma caméra ? Dois-je tourner cette publicité ou pas ? Je plaisante. Je suis sûr que vous ne faites pas de publicité. Vous êtes une pure. Est-ce que vous avez un toc ou un gris-gris qui vous aide à prendre les décisions ? Alors, pour l'objectif, là, je serais bien embêtée, mais souvent, je vais courir. Mais d'ailleurs, j'ai pas eu assez de problèmes. Dernièrement, j'ai pas beaucoup couru. Et sinon, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai une médaille miraculeuse de la chapelle de la médaille miraculeuse. Celle de la rue du Bac ? Exactement. Ok. Ouais. Vous l'avez là, sur vous ? Je l'ai dans mon portefeuille. Ok. Merci beaucoup, Caroline Vignal. Alors, figurez-vous que vous étiez la dernière invitée de cette émission. Non, mais pourquoi ? Si, car je change la formule de cette émission. Donc, oblique, c'est fini. Je vais juste citer quelques-uns des réalisateurs et réalisatrices que nous avons reçus. On a reçu Solveig Hanspach, on a reçu Catherine Corsini, on a reçu Patrice Lecomte, Bertrand Tavernier, Jean-Jacques Benex, Andrea Ferréol, Mathilde Amé. On a reçu beaucoup de journalistes comme Michel Simon, Serge Julie. J'ai fait en sorte que nous recevions des gens de presque tous les continents. Nous avons reçu Fanta Regina Nacro, qui est une
cinéaste du Burkina Faso. On a reçu Alicia Charlson, qui est une cinéaste du Chili, à un moment où le cinéma devient de plus en plus occidental et occidentalisé pour de mauvaises raisons. J'ai essayé d'ouvrir le jeu, mais j'ai décidé de changer de formule et le mois prochain, je m'adresse donc à vous, chers auditeurs et auditrices de Fréquence Protestante. L'émission s'appellera Le Vrai Monde. Et on va recevoir donc, on parlera toujours de cinéma, mais il y aura une partie où les invités raconteront la vie qu'ils auraient vécue selon eux si le cinéma n'était pas entré dans leur vie. Voilà. Et notre premier invité sera Éric Libio, qui est un journaliste de l'Express et qui vient de publier un livre qui s'appelle Clint et moi, sur ses rapports avec Clint Eastwood. Donc ça m'a doublement fait plaisir de vous avoir, Caroline Vignal, parce que votre film Antoinette dans les Cévennes est très beau et que vous étiez the last but not least. Merci. À bientôt. À bientôt.